Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on traite le 6e exercice de la première série Généralité sur les systèmes non linéaires. Soit le circuit donné par la figure 1.3, ce circuit-ci. On a trois éléments en parallèle, un condensateur, une bobine, bien sûr sans résistance interne, et une résistance négative. La résistance négative, c'est un élément non linéaire qui est donné par sa caractéristique tension-courant. Ici, on voit que là, la pente est négative. Cet élément se comporte de façon non linéaire comme une résistance négative. La capacité C et l'inductance sont des constantes positives invariables dans le temps, des éléments passifs linéaires. L'élément résistif est un circuit actif décrit par sa caractéristique tension-courant, comme vient de voir, donnée par la courbe 1,4. La fonction h, celle qu'on vient de voir, satisfait les conditions suivantes. Elle est nulle à l'origine. Sa dérivée à l'origine est inférieure à 0. C'est pour cette raison qu'on considère que c'est une résistance négative. Et elle va à moins l'infini quand la tension tend vers moins l'infini, à plus l'infini quand la tension tend à plus l'infini. Une telle caractéristique peut être réalisée par une diode tunnel, celle qu'on a vue dans l'exercice précédent. Première question, en utilisant les lois des circuits électriques, écrire l'équation différentielle qui décrit le comportement du circuit avec tension V comme variable de sortie. On reprend le schéma de notre circuit. Juste pour rappel, s'il n'y avait pas cette résistance non linéaire, si on avait seulement un condensateur et une bobine, ce circuit-là en électricité, en électronique, on l'appelle un circuit bouchon. Pourquoi? Puisque à la fréquence de ce circuit, le courant ne passe plus. En fait, le courant va tourner en boucle entre le condensateur et la bobine. L'un est un élément qui stocke de l'énergie sous forme d'énergie potentielle, le condensateur, l'autre sous forme d'énergie cinétique, la bobine. C'est comme si vous aviez un système masse-ressort avec un coefficient de frottement. Donc si vous tirez le système, il va osciller à l'infini. Là aussi, le système va osciller à l'infini. Mais comme les éléments ont toujours une résistance interne, ça ne sera pas le cas. En fait, le but de rajouter cette résistance non linéaire est en quelque sorte de compenser les résistances internes de la bobine ou du condensateur. On revient à notre circuit. Trois éléments en parallèle, une seule tension, trois courants, IC pour le condensateur, IL pour la bobine et I pour la résistance non linéaire. On va écrire que la somme des trois courants est nulle, puisqu'il n'y a aucun courant qui sort. Donc si je prends ce point-là, donc les trois courants sont des courants rentrants, il n'y a aucun courant sortant, c'est la convention de la loi des nœuds. On aura IC plus IL plus I égale à 0. On va écrire les expressions des trois courants. Ici, c'est le courant aux bornes du condensateur. Vous aurez la charge du condensateur fois la dérivée de la tension. Toujours, la loi fondamentale pour un condensateur, c'est la tension égale C fois la charge. La charge, c'est la dérivée du courant. Plutôt, c'est l'intégrale du courant. Donc là, de cette équation, vous pouvez retrouver cette équation facilement en dérivant la charge. Donc la charge, c'est C fois la tension. En dérivant la charge, on aura le courant égale C fois la dérivée de la tension. Pour la tension au borne d'une bobine, c'est L fois la dérivée du courant qui la parcourt. On va tirer IL ici en intégrant. Donc j'aurai des IL sur dt égale V sur L. En intégrant, on aura IL égale à 1 sur L, l'intégrale de la tension aux bornes de la bobine. On va numéroter ces équations, 1, 2, 3, et l'équation qui donne la caractéristique tension-courant de la diode, plutôt de la résistance non linéaire. Nous, ce qu'on veut obtenir, c'est l'équation différentielle de notre circuit. On va remplacer les expressions des trois courants qu'on vient d'obtenir ici.
là c'est IC, là c'est IL, et là c'est I. La somme des 3 est égale à 0. Là, on a une équation où un terme intégral apparaît. On appelle ça une équation intégro-différentielle, puisqu'il y a des dérivés, des différentiels, et il y a une intégrale. Pour se débarrasser de cette intégrale et obtenir une équation différentielle, on dérive par rapport au temps. J'aurai donc C, la dérivée seconde de V par rapport au temps, 1 sur L. Le fait de dériver va faire supprimer l'intégrale et on dérivera H par rapport au temps. Alors attention, on dérive par rapport au temps, pas par rapport au V. Attention, donc H dépend de V et V dépend de temps. Du temps. C'est une fonction composée. Donc le fait de dériver par rapport au temps, c'est la dérivée de la fonction H rond V. On aura H' de V fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport au temps, dV sur dt. Alors là, comme pour standardiser, avoir une équation normalisée avec un terme constant égal à 1 pour la plus haute dérivée, on va diviser par C. On aura d au carré de V sur dt au carré plus 1 sur, donc là on aura le terme de la dérivée, 1 sur CH' dV sur dt, ce terme est venu ici, la dérivée seconde, la dérivée première, et là CV. Donc on aura 1 sur LCV. Voilà la réponse à la première question, c'est l'équation différentielle de notre circuit, où V est la variable de sortie. Deuxième question, en faisant le changement de variable t égale taux égale à t sur racine de LC, montrer que cette équation différentielle est un cas spécial de l'équation de Liénard. L'équation de Liénard est une équation particulière dans l'étude des systèmes non linéaires qui s'écrit sous la forme suivante. C'est une équation différentielle non linéaire. V de point. Alors donc quand il y a un point, c'est toujours la dérivée par rapport au temps. Donc la dérivée seconde de V par rapport au temps, f de V fois V point plus g de V égale à 0. Alors cette équation-là, en fait, c'est celle qu'on vient d'obtenir, mais écrite dans la nouvelle base de temps, taux. En fait, comme LC est un facteur très faible, L donc c'est des puissances négatives, c'est des millihenries, C aussi c'est des puissances négatives, c'est des microhenries, donc LC sera quelque chose de très petit par rapport à 1. De même, racine de LC sera très petit par rapport à 1. Donc 1 sur racine LC sera quelque chose de très grand. Donc quand je divise t par racine LC, j'aurai une échelle de temps qui sera plus grande. Par exemple, pour un intervalle de temps delta t ici, on aura un intervalle de temps qui sera multiplié par 1 plus racine. Donc en fait, on a une échelle de temps qui a été agrandie. Donc un laps de temps très court dans l'échelle t va devenir très grand dans l'échelle taux. En fait, tout simplement parce que on veut standardiser, comme on va le voir, notre équation pour qu'elle soit sous la forme de Liénard. On part de cette équation, notre équation différentielle. Et on fait le changement. Comme taux est égal à t sur racine de t, on calcule la différentielle. dt, c'est racine de LC fois des taux, puisque LC est constant. On élève donc au carré, on aura dt au carré égale racine de LC au carré, ça sera LC fois des taux au carré. Alors on revient à cette équation et on va l'écrire avec la nouvelle variable des taux. Donc on va remplacer dt par racine LC des taux, et on va remplacer dt au carré par LC des taux au carré. Donc ici c'était dt, on a remplacé par dt au carré, on a remplacé par ça. Ici c'était dt, et on l'a remplacé par cette expression-là. Alors, bon, en fait, on a fait ça. Maintenant, on va multiplier par LC. C'est pour avoir un terme ici avec un facteur de 1. Quand on a un facteur de 1 ici, et un facteur de 1 ici, on aura une équation de Liénard. Donc là, le second terme, la dérivée seconde a un facteur de 1, la fonction V1 un facteur de 1,
Et le terme qui est là, c'est une fonction qu'on va appeler f de v, qui est égale à racine de L sur C fois h' de v. C'est la fonction f de v. Et g de v, donc là, ce sera la fonction identité. Donc on vient de répondre à la fois à la deuxième et à la troisième question, puisqu'à la troisième question, on nous demandait d'identifier les fonctions f et g. Donc c'est ce qu'on vient de faire. F c'est cette expression-là et g c'est cette expression-là. Alors, quatrième question. On suppose maintenant qu'on connaît l'expression de h de v moins v plus 1 sur 3v au carré. On nous demande de montrer que l'équation du circuit est la suivante et on nous demande de déduire la valeur de epsilon. Bon, on va tout simplement remplacer h de v dans l'équation différentielle qu'on a obtenue. Donc là, on va calculer sa dérivée par rapport à v. On aura h' de v égale à moins 1 plus v au carré. En remplaçant dans l'équation qui est là, on remplace h' de v, on va obtenir l'expression suivante. Alors par rapport à la question, le terme qui est ici, c'est epsilon. Bien sûr, on a sorti le moins en facteur pour avoir 1 moins v au carré. Et epsilon sera égal à la racine de L sur C. Donc notre équation finalement, avec cette expression de h de v, va s'écrire sous la forme suivante, avec epsilon égale à L, racine de L sur C. En fait, même pour une expression quelconque de h de v, on peut remplacer la racine de L sur C par epsilon et avoir l'expression qu'on a ici. Donc l'expression qu'on a ici n'est pas spécifique à cette valeur de h de v, elle est plus générale, sauf pour le 1 moins v au carré. Donc si je veux garder h' de v ici, il me suffit de mettre moins epsilon, donc à la place de racine de L sur C. C'est ce qu'on a obtenu ici. En fait, h' de v va remplacer 1 moins v au carré. Cette équation est donc plus générale, elle n'est pas spécifique à l'expression qu'on vient de nous donner dans la question 4. Cinquième question, on nous demande de donner la représentation d'état du circuit en choisissant x1 égale à v et x2 égale à v point comme variable d'état. Donc si vous vous rappelez, c'est le même choix qu'on a fait avec les exercices 3 et 4. Donc la première variable d'état c'est la sortie, la deuxième c'est la dérivée de la sortie. Donc ça va être systématique. Donc on aura x2 point égale v point et x1 point égale v point, et comme v point c'est x2, donc on a obtenu la première équation, x1 point égale x2. Maintenant pour la deuxième, x2 point égale v point, quand on dérive la deuxième, on tire l'expression de v2 point de notre équation différentielle qui est là, donc v2 point égale moins epsilon h' de v fois v' moins v. Alors là, c'est un moins, donc il y a une petite erreur. Donc on aura x2 point égale moins x1 moins epsilon h' de x1 fois x2. On a remplacé v par x1 et v point par x2. Donc là, il y a une petite erreur, c'est un moins. Sixième question, maintenant on va faire un autre choix pour nos variables d'état. On va choisir la première Z1 égale au cours de la bobine IL et la deuxième égale à V. V, VC, VL, c'est toujours la même tension. Là, on sera obligé de revenir aux équations de notre système. Donc Z c'est IL, Z2 c'est VC. On dérive notre première variable d'état, IL, ce sera DIL sur DT. Donc d'après l'équation 3, l'équation qui donne le courant IL en fonction de la tension, on aura
DIL sur DT égale à 1 sur L fois VL. Donc DIL sur DT, c'est Z1 point, égale à 1 sur L VL. Et VL, c'est notre deuxième variable d'état. Donc on aura Z1 point égale à Z2 sur L. C'est terminé pour la première variable. La deuxième variable, Z2 point, ce sera la dérivée de V. Et là, on va utiliser la deuxième équation qui nous donne la tension aux bornes du condensateur. On aura Z2 point égale à 1 sur C, IC. Et comme IC, d'après la loi des nœuds, est égal à moins IL moins I, on aura Z2 point égale à 1 sur C fois moins IL moins I. Alors IL, c'est une variable d'état, I, c'est H de V, et V est une variable d'état. On a pu exprimer, donc là, on a remplacé IL. On a gardé IL qui est égal à Z1, et là, on a remplacé I par H de V, et V, et c'est Z2. Donc c'est terminé, Z2 point égale moins 1 sur C fois Z1 plus H de Z2. Et là, on vient d'obtenir notre deuxième variable d'état. Finalement, notre représentation d'état sera Z1 point égale à Z2 sur L, et Z2 point égale moins 1 sur C, Z1 plus H de Z2. Alors là, il faut faire attention, cette équation, on l'a obtenue dans l'ancienne échelle de temps, dans l'échelle de temps T, et non pas dans l'échelle de temps taux. Puisque là, je dérive Z1 par rapport au temps, puisque j'ai utilisé les premières équations. Par contre, cette équation-là, elle a été obtenue dans la nouvelle échelle de temps taux. Voilà, donc on vient de répondre à cette question. Septième question, on nous demande de montrer qu'on peut faire un passage, un changement de coordonnées de la représentation d'état en X vers la représentation d'état en Z et vice versa. On nous demande de démontrer cette expression qui donne Z1 et Z2 en fonction de X1 et de X2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ramener les deux équations à la même échelle de temps. La première équation, la représentation d'état en X, était dans l'échelle taux, Z est dans l'échelle de temps T. On va ramener la représentation d'état en Z dans l'échelle de temps taux. Donc on va écrire que Z1 point, c'est dz sur dt. On va remplacer dt par racine de LC fois dt. On a vu comment on a obtenu ça, c'est une donnée. Alors on va obtenir l'expression, donc ça sera Z2 sur L, ça c'est l'équation d'état. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par racine de LC, donc racine de LC fois L, la racine de L se simplifie au numérateur, donc on aura racine de C sur L fois Z2. Et epsilon étant égal à racine de L sur C, donc ce terme sera égal à 1 sur epsilon. Donc notre équation dans la nouvelle base de temps est Z1 point égal à 1 sur epsilon Z2. Pour la deuxième variable d'état, même chose, on remplace dt par racine de LC des taux, et on multiplie par racine de LC. Donc là, on aura moins racine de L sur C fois Z1 plus H de Z2, et ce terme c'est moins epsilon. Donc voilà finalement notre équation des Z dans l'échelle de temps des taux. Bon, en fait, c'était une suite de la question 5. Et là, on aborde la question 6 que je viens de lire. Donc voilà mon équation, ma représentation d'état dans l'échelle taux pour la variable x. Voilà ma représentation d'état dans l'échelle taux pour la variable z. Là, j'ai choisi comme variable x1 égale à v, x2 égale à v point. Là, z1 égale à il et z2 égale à v. Bon, on voit directement que v c'est x1 et v c'est z2. Donc on peut directement dire que x1 c'est v c'est z2. Maintenant, on doit exprimer x2 en fonction de z1 et de z2. Alors x2 c'est v point. Alors, si je dérive v point, je vais obtenir la dérivée de z2. Donc z2 point, je connais son expression, c'est moins epsilon fois z1 plus h de z2. z2, c'est x1, donc je peux la remplacer directement ici.
et on va obtenir des expressions. Plutôt, on va garder ça, voilà. Donc en fait, on cherchait à avoir x2 en fonction de z1 et de z2. Donc là, comme j'ai l'expression de z2 points, je garde z1 et z2 et j'ai directement z2 et x2 en fonction de z1 et de z2. Donc voilà. Maintenant, on veut inverser. Je vais obtenir z1 et z2 en fonction de x1 et de x2. Pour z2, ça sera x1. Pour z1, donc en fait, je vais utiliser cette expression et je vais essayer de tirer z1 en fonction de x2 et de z2. Donc j'aurai moins x2 moins h de z2. Alors, z2, on vient de voir que c'est x1, donc on va remplacer z2 par x1. C'est terminé, donc on vient d'obtenir z1 en fonction de x1 et de x2. Voilà, donc on a aussi obtenu la transformation qui nous permet d'obtenir z1 et z2 en fonction de x1 et de x2. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.